Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la programmation des ordinateurs. Nous allons nous intéresser au jeu d'instruction du processeur. Alors, le jeu d'instruction des processeurs, c'est l'ensemble des instructions qu'un processeur peut exécuter. Ces instructions-là sont codées en binaire. C'est ce qu'on appelle le langage machine. C'est un langage difficile dans la mesure où il est difficile de retenir ou bien de se rappeler de tous les codes de toutes les instructions. Les gens ont donc utilisé un autre type de programmation qui est le langage assembleur, qui utilise au lieu des codes machines, il utilise ce qu'on appelle des mnémoniques. Des mnémoniques, donc c'est une description de l'instruction. Et on utilise dans ce cas-ci une couche logicielle qui permet de passer des mnémoniques assembleurs vers les langages machines. Ces deux types de programmation, donc l'utilisation du langage machine et de l'assembleur, sont des langages de bas niveau qui sont relativement aussi difficiles pour les gens. Alors, les utilisateurs des ordinateurs, etc., ont essayé d'imaginer des langages dits langages évolués pour simplifier la programmation des ordinateurs. Alors, ces langages évolués, ce sont des langages qui se rapprochent du langage humain, tel que le langage C, le langage Pascal, Java, etc. Alors, pour ce qui est du jeu d'instruction des processeurs, on peut trouver deux architectures possibles. Il y a les architectures appelées RISC et les architectures appelées CISC. RISC pour Reduced Instruction Set Computer et CISC pour Complex Instruction Set Computer. Donc, ce sont des processeurs qui ont un jeu d'instruction réduit ou bien un jeu d'instruction complexe. Donc, ces deux architectures-là, chacune a avantages et inconvénients. Pour ce qui est des instructions en général, une instruction peut être codée de la manière la plus simple qui est constituée plutôt par un code opération, une adresse d'un premier opérande, une adresse du deuxième opérande et une adresse pour les résultats. Un autre type de codage des instructions peut être effectué en utilisant uniquement un code pour l'opération, une adresse pour un opérande et une adresse pour un deuxième opérande. Dans ce cas-ci, le résultat doit être sauvegardé dans l'une des deux positions, soit l'adresse 1 ou bien l'adresse 2. Donc, le troisième type de codage des instructions, on peut utiliser un codage appelé un codage à adresse unique. Dans ce cas-ci, on fournit un code pour l'opération et une adresse pour un opérande. Dans ce cas-ci, le deuxième opérande se trouve dans un endroit implicite qui s'appelle accumulateur. Par définition, un mode d'adressage, c'est la méthode par laquelle on détermine l'adresse de l'opérande en mémoire. Les constructeurs de processeurs offrent un certain nombre de modes d'adressage afin de faciliter la programmation. Il existe plusieurs modes d'adressage. Ce sont l'adressage implicite, c'est le cas des instructions ayant uniquement un code d'opération. Donc, ce sont des instructions qui n'ont pas besoin d'opérandes.
Le deuxième cas d'adressage, c'est l'adressage immédiat. Dans ce cas, la valeur de l'opérande est fournie dans le code de l'instruction. Donc on trouve sur le code de l'instruction, on trouve le code de l'opération et la valeur de l'opérande, la valeur elle-même. Un autre type d'adressage, c'est l'adressage direct. Dans ce cas, l'instruction est formée par toujours un code pour l'opération et l'adresse de la donnée. Donc par rapport à l'adressage immédiat, au lieu de fournir la valeur de la donnée, on fournit l'adresse de la donnée. Dans un autre type d'adressage, c'est l'adressage indirect. Dans ce cas, l'adresse de la donnée n'est pas fournie directement, mais elle est placée dans un registre appelé registre de base. L'adressage dit relatif, c'est un adressage où l'adresse de l'opérande est calculée par rapport à une référence. Donc on fournit ici uniquement le déplacement par rapport à la référence. Dans le dernier cas des modes d'adressage, on parle d'adressage indexé. Dans le type d'adressage indexé, l'adresse de l'opérande se trouve dans un registre qui s'appelle registre d'index. Les adressages indirects et indexés, ce sont des types d'adressage qui se ressemblent, mais ils sont utilisés tous les deux afin de pouvoir effectuer l'adressage sur des structures complexes de données. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux interruptions. Les interruptions étant une technique très utilisée dans la conception des systèmes de commande à base de processeurs. Les processeurs disposent de deux sources d'interruption, l'une dite masquable, l'autre dite non masquable. Comme on vient de voir sur la gestion des entrées-sorties, les interruptions sont utilisées pour répondre à un circuit d'entrée-sortie ou bien un périphérique d'entrée-sortie par l'exécution d'un sous-programme appelé sous-programme de service de l'interruption. Alors les interruptions masquables, ce sont les interruptions dont l'exécution du sous-programme peut être différée, ça veut dire qu'elle n'est pas exécutée immédiatement. Par contre, dans le cas des interruptions non masquables, il est nécessaire d'exécuter le programme de service de l'interruption au moment de l'avènement de l'interruption. Pour ce qui est du mécanisme de gestion des interruptions, on considère que lorsque un processeur est en train d'exécuter un programme principal, lorsqu'il y a avènement de l'interruption, le programme principal doit être suspendu. Alors pour cela, le processeur mémorise l'adresse de retour au programme principal. Ensuite, il va charger dans le compteur programme ou bien le compteur ordinal l'adresse du sous-programme de service de l'interruption. Donc à partir de ce moment-là, va commencer l'exécution du sous-programme de service de l'interruption jusqu'à l'exécution de l'instruction IRET. L'instruction IRET, c'est une instruction utilisée pour spécifier que le sous-programme de service de l'interruption est terminé. Donc une fois le processeur atteigne cette instruction-là, il va reconnaître que le sous-programme est terminé. Donc il va reprendre l'exécution du programme principal à l'adresse qu'il avait au préalable
sauvegarder. Donc il va restituer dans le compteur programme l'adresse qu'il avait sauvegardée, donc cette adresse-là, l'adresse de retour, ce qui va permettre de reprendre l'exécution du programme d'interruption. D'une manière générale, pour que un processeur puisse reconnaître les interruptions et les programmes à exécuter, il utilise la technique des interruptions vectorisées. Donc, c'est le cas où nous avons un processeur auquel est associé un contrôleur d'interruption. Le contrôleur d'interruption a plusieurs sources d'interruption. Lorsqu'il y a une ou plusieurs interruptions, le contrôleur d'interruption va émettre une interruption au processeur pour lui indiquer qu'il y a un circuit qui a besoin de l'exécution d'un programme de service de l'interruption, et il envoie en même temps un nombre. Ce nombre-là va permettre au processeur de déterminer quel est le sous-programme à utiliser. Donc pour cela, le processeur va utiliser ce qu'on appelle une table des vecteurs des interruptions. Cette table-là donc contient à chaque position de 0 jusqu'à n les adresses des sous-programmes de 0 jusqu'à n. Par exemple, si l'on a n plus 1 comme dans le cas ici, si on a n plus 1 sous-programme d'interruption, donc le premier sous-programme, l'adresse du premier sous-programme est sauvegardée dans l'adresse 0, le deuxième dans l'adresse 1, ainsi de suite. Et dans la mémoire centrale de l'ordinateur, nous avons les différents sous-programmes du service de l'interruption. Donc tout simplement, une fois qu'il y a une interruption ou plusieurs interruptions sur le contrôleur d'interruption, le contrôleur d'interruption va envoyer un signal d'interruption sur la ligne int du processeur et il va lui indiquer la source de l'interruption grâce à un numéro. Si dans le cas où il y a beaucoup d'interruptions qui se produisent en même temps, le contrôleur d'interruption va leur attribuer une priorité et il va par la suite envoyer un nombre grâce auquel le processeur va pouvoir déterminer la position en mémoire du sous-programme de l'interruption.